Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pas pour faire une analyse de joueurs ou une analyse d'avant-match, tout ça, mais on va faire aujourd'hui une vidéo beaucoup plus chill, avec beaucoup moins de montage et simplement plus d'analyse de fond, avec surtout la future composition du Real Madrid 2024-2025 qui s'annonce absolument titanesque, une équipe qui sur le terrain te fait peur et on espère bien sûr que ça fera peur, pas que sur le terrain mais aussi dans les résultats, qu'une équipe qui sera capable normalement de remporter le triplé l'année prochaine, Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions, avec un effectif fourni en termes de polyvalence de joueurs, en termes de puissance offensive, de solidité défensive, une équipe capable aussi de dominer tous les milieux de terrain du monde, une équipe qui aujourd'hui, avec une jeunesse folle, solidaire et impressionnante, peut encore franchir des paliers, peut encore progresser dans tous les secteurs de jeu, et avec Kylian Mbappé qui va arriver normalement cet été, la puissance de l'effectif aujourd'hui, avec un vrai numéro 9 et surtout un joueur comme ça, va être démultipliée. Du coup aujourd'hui, on va faire ensemble quelques tentatives de composition dans l'effectif, en voyant quels sont les joueurs qui sont le plus susceptibles d'être laissés de côté par Ancelotti l'année prochaine, qui sera titulaire, parce que même si globalement on a un gros effectif, on sait très bien que certains seront plus titulaires que d'autres, mais ce qui est intéressant quand même avec le Real Madrid, c'est que l'idée principale, ce n'est pas forcément d'avoir un 11 type, mais du moins un 11 que tu vas pouvoir modeler à ta guise, suivant les schémas tactiques, offensifs, défensifs, ou suivant quel profil tu as utilisé et dans quel schéma, et aussi de concerner le plus de joueurs possible pour justement ne pas avoir un 11 type et laisser la concurrence faire son œuvre. Je vous laisserai faire votre propre proposition de composition du Real Madrid pour l'année prochaine dans les commentaires et forcément vous abonner si vous aimez mon travail, mes analyses, le Real Madrid et globalement mes vidéos. Par rapport à la première composition que je vous affiche maintenant à mes côtés, on va avoir une composition très Ancelotti-esque, si je peux dire ça comme ça, une composition très conservatrice avec notamment ce 4-4-2 qui a tant porté ses fruits cette saison, un 4-4-2 qui a été mis en place parce qu'on n'avait pas d'attaquant de pointe de très haut level, qu'on avait surtout plus de milieux de terrain de haute qualité avec des caractéristiques qui seraient extrêmement utiles pour dominer le jeu, avoir une polyvalence tactique intéressante, en plus d'une activité physique et technique super impressionnante. Donc forcément, quand tu as autant de talent au milieu de terrain par rapport à d'autres secteurs, c'est normal de mettre en place plus de milieux de terrain que d'attaquants. Donc aujourd'hui, le 4-4-2 a porté ses fruits, solidité défensive, possession, capacité de compte, de transition, de savoir faire déjouer l'adversaire, de pouvoir défendre et se projeter, et surtout de dominer globalement l'adversaire. Avec cette capacité offensive impressionnante, on a brillé dans tous les secteurs de jeu cette saison, avec un jeu quand même plutôt intéressant qui nous a apporté déjà un trophée avec la Supercoupe et peut-être plus avec la Liga et on espère pourquoi pas la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ça laisse aujourd'hui pas mal de repères pour les joueurs, des joueurs qui ont dû s'acclimater à ce dispositif et qui sont très bien habitués. Donc je pense qu'à moins de faire des tests l'été prochain, Ancelotti gardera tout ça pour pas perturber l'effectif. Même avec un Mbappé qui arrive et du coup sera enfin un attaquant de classe mondiale, globalement, je pense que ça devrait pas changer, du moins pendant un certain temps. Donc ce côté conservateur sera aussi mis sur certains joueurs, avec notamment déjà Thibaut Courtois qui reviendrait de ses ligaments croisés, suivant la forme qu'il a et suivant aussi la concurrence avec Lonine, mais normalement il sera titulaire. Carvajal, capitaine, indéboulonnable et indiscutable à droite, sur toutes les compositions, il n'y a pas de problème. Militao Rudiger, pareil, indéboulonnable en défense centrale, à moins que la concurrence fasse le reste et que Militao, ça dépend de la forme avec laquelle il revient de ses croisés, ça dépend là-bas à quelle forme il va revenir de ses croisés, ça dépend si Nacho est conservé ou pas et si il a un retour en forme impressionnant, mais je pense que dans tous les cas, il sera rétrogradé dans la hiérarchie, ça dépend si on achète un défenseur central de très haut level comme un Lenny Yoro ou je ne sais qui, avec peut-être plus d'expérience, qui pourrait apporter de la concurrence et peut-être plus de stabilité, on verra bien. À gauche, alors c'est vrai que normalement je pourrais mettre Ferland Mendy titulaire à gauche ou Fran Garcia, mais là on sait quasiment à 90% de chance que c'est Alphonso Davies qui sera là l'année prochaine. Donc j'ai voulu tester sur le papier au moins une composition de le mettre, même si actuellement c'est pas sûr qu'il vienne, mais franchement la défense là, alors top level, au niveau vitesse, puissance, technique, etc., c'est quand même du très haut level le Real Madrid, c'est extrêmement solide. En plus Alphonso Davies pour couvrir la profondeur avec la vitesse, déborder offensivement, apporter des qualités de centre, de dribble, de percussion, des doublés avec Vinicius, pourquoi pas avec Camavinga devant lui, etc. Ça serait vraiment de la dynamite. Ce serait quasiment le meilleur couloir gauche de l'histoire si t'as Davies, Camavinga et Vinicius sur le même côté. Enfin bref, on verra ça plus tard. Au milieu de terrain, Tchouaméni en 6 parce que pour moi, il va devoir se battre avec Camavinga la plupart du temps pour avoir sa place en tant que sentinelle, en tant que joueur qui assure l'équilibre, la belle relance
relance et surtout ce rôle aussi important que possible pour boucher les espaces et surtout récupérer un max de ballons, être la première rampe de lancement de nos attaques. Donc Tchouaméni à ce poste-là de 6, il est extrêmement fort et pour moi il n'y a pas mieux que lui dans l'effectif à ce niveau-là. Valverde à droite, le futur capitaine du club, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est indiscutable parce que il apporte cette qualité défensive, ce volume de jeu, cette intensité, ces remontées de balles, cette vitesse, cette puissance que on ne peut pas se passer aujourd'hui. Dans l'attitude et ce qu'il fait sur le terrain, c'est absolument phénoménal. Et pour moi, Valverde, il est indiscutable. Il n'y a même pas à discuter de sa présence ou pas, il est titulaire indiscutable. Il est intransférable. À gauche, d'où le fait que j'ai mis une composition très conservatrice, Toni Kroos, parce que Toni Kroos, à ce niveau-là, pour dicter le jeu, le rythme des matchs, jeu court, jeu long, assurer le tempo, calmer son équipe ou pourquoi pas accélérer le jeu ou trouver par sa qualité technique, son coup de pied arrêté ou dans les petits espaces, la solution, pour moi, à ce niveau-là, comme il est cette année, il est insortable, Toni Kroos. Il est insortable. Et s'il continue comme ça l'année prochaine, mais même si on aimerait voir Camavinga à sa place sur le 11 pour l'associer avec Valverde, Tchouaméni, Bellingham, etc., bah désolé, mais Kroos, il est insortable à ce niveau-là. D'où le fait qu'Ancelotti, je pense, lui fera encore confiance l'année prochaine à 100%. À voir si après, la transition avec les jeunes se fera de plus en plus, tout comme aujourd'hui, elle s'est faite avec Modric, mais globalement, Kroos à ce niveau-là, c'est insortable. Après, ça dépend que de lui, s'il reste ou pas l'année prochaine, bien sûr. Bellingham en 10, forcément, qui a ce rôle de pointe de losange, qui a ce rôle de distributeur, de meneur de jeu, qui a ce rôle aussi de troisième attaquant, en se projetant, l'apportant le danger dans la surface, en construisant les actions et en étant aussi à la finition, quelqu'un qui bouge quasiment partout sur le terrain, à gauche, à droite, devant, derrière, quelqu'un qui n'est pas avare d'efforts. Et forcément, qui est un leader né au milieu de terrain aussi, qui a pris une dimension cette année impressionnante et qui, avec Vinicius, qui va souvent devant aller sur la gauche et Mbappé qui pourrait soit aller vers la gauche, peut-être un peu plus sur la droite vu qu'il y a Vinicius sur la gauche. J'ai peur après que par contre que Vinicius ou Mbappé se marchent dessus en voulant aller sur le même couloir ou au pire, il faudrait qu'il permute en permanence un coup à gauche, un coup à droite pendant les matchs. Pareil pour Mbappé qui des fois décroche souvent pour récupérer les ballons, enfin les appels contre appels, tout ça. À voir si ça marchera pas sur les pieds avec Bellingham, mais simplement si chacun trouve une osmose, une entente technique et tactique sur le terrain, ce trio Vini, Mbappé, Bellingham, techniquement parlant, en vitesse et en puissance, tu peux pas vraiment faire mieux, tu vois. Donc globalement, cette compo-là, avec ce côté conservateur, avec les nouvelles recrues, ça peut faire vraiment extrêmement mal, tu vois. Et vraiment sur tous les levels, c'est une équipe qui, à son prime, qui quand les joueurs auront vraiment atteint leur plein level, sera phénoménal et peut-être inarrêtable. Je vous ai fait une compo, si vous voulez, avec du coup Ferland Mendy, arrière gauche, c'est exactement la même, hein, avec Camavinga à la place de Kroos, pour vous montrer à quoi ça ressemblerait avec les joueurs en tout cas présents et globalement confirmés, plus Mbappé. C'est clair que si tu mets Camavinga au milieu de terrain, vu le niveau qu'il a cette saison, en plus sur le côté gauche où il est plus relayeur en tant que 8 plutôt que 6, sur moi Camavinga je le préfère plus haut sur le terrain que simplement numéro 6 où Tchouaméni brille un peu plus que lui dans un registre différent, même si Cama en 6 c'est absolument exceptionnel, hein, dans la récupération, la grinta, tout ça, ses sorties de balles, sa technique, il est incroyable, mais Camavinga plus haut pour apporter plus de danger, plus de projection qu'un Tchouaméni par exemple, c'est phénoménal, et encore plus quand il vient compenser arrière gauche ou qu'il vient dédoubler sur le côté gauche avec Vinicius, c'est parfait. Camavinga ou comme dans la première compo, dans tous les cas, la jeunesse ou l'expérience, on aura largement ce qu'il faut, suivant l'adversaire qu'on a en face, s'il faut le rentrer dedans, apporter plus de technique, de sortie de balle, etc. Et franchement, c'est pas mal. Après, certains vont me dire, mais où est-ce que tu mets Rodrigo? Bah Rodrigo, dans la composition juste avant que je peux vous montrer, on a notamment un Rodrigo qui dans le 4-4-2 sautera forcément. Et je suis désolé, mais Rodrigo, entre Vinicius et lui, bah oui, Vinicius c'est un joueur plus différentiel que Rodrigo. Même si Rodrigo est capable de différence, il n'est pas encore assez tueur, il n'est pas encore, je trouve, assez régulier pour briller face à un Vinicius qui brille quasiment tout le temps et dans chaque gros match, tu vois. Que ce soit pour une accélération, des dribbles, etc. Rodrigo peut le faire aussi, mais Rodrigo est encore moins constant. Mais je vous ai fait une composition avec le 4-4-2 où tu as par exemple Bellingham qui reculerait, pourquoi pas, en poste de relayeur, du coup un peu plus bas au milieu de terrain. Camavinga du coup qui sauterait de la compo ou Toni Kroos et t'aurais Rodrigo en numéro 10 ou un peu comme tu vois un joueur un peu libre face au jeu parce que Rodrigo aujourd'hui, c'est pas préférentiel, c'est soit à gauche, soit face au jeu. Et pour moi, le faire reculer un peu comme un 9,5 pour servir Vinicius et Mbappé, vu qu'en plus lui c'est un joueur qui est très collectif, globalement ça pourrait être hyper intéressant d'être face au jeu, d'avoir ses capacités à combiner, etc. En plus Bellingham qui apporte ce tonus dans le jeu en étant un peu plus bas, globalement tu perds pas au change et tu peux créer vraiment quelque chose d'intéressant avec un Rodrigo qui va compenser les mouvements des deux de devant, même si globalement sa zone préférentielle reste la même
même que Vinicius ou que Mbappé, ça pourrait aussi causer des problèmes d'avoir les trois sur le terrain. Faut pas qu'ils se marchent dessus. Mais un Rodrigo à droite, c'est quand même beaucoup moins performant qu'un Rodrigo dans l'axe, ou un Rodrigo qui part de la gauche ou face au jeu. D'où le fait, sinon, que pour installer Rodrigo, tu vois, t'as quand même ce 4-2-3-1 que je te montre là. Rodrigo du coup à droite, Vini à gauche, Mbappé en pointe. Bellingham paraît toujours en 10, parce que c'est son poste préférentiel aujourd'hui. Et globalement, t'as Tchouaméni Valverde en double pivot en 6. Où tu peux mettre Camavinga Valverde ou Tchouaméni Camavinga, tu peux mettre comme tu veux. Mais globalement, Valverde, comme je te dis, il est indéboulonnable. Même si pour l'équipe de France, ça serait pas mal d'avoir Camavinga et Tchouaméni ensemble pour qu'ils puissent bosser directement titulaires ensemble en club comme en sélection. Valverde et Tchouaméni, globalement, c'est ce qu'on a de mieux en tant que double pivot. Camavinga, tu peux le mettre arrière gauche, tu peux le mettre après, pourquoi pas le faire rentrer en cours de match, tout ça, ou changer un peu le schéma tactique suivant ce qui se passe dans le match. Mais globalement, je pense que ce 4-2-3-1, c'est quand même aussi quelque chose de très solide. T'assures les sorties de balles, t'assures le physique, t'assures aussi de quoi défendre les couloirs avec les ailiers Vinicius Rodrigo qui aurait intérêt à revenir défendre. Mais globalement, t'as quand même quelque chose de très très solide. Ou alors, t'as le 4-3-3. Et là, le 4-3-3 avec Tchouaméni en 6, Bellingham pareil au milieu de terrain, derrière Vinicius et Valverde à droite. Moi, je prends le parti pris. S'il faut faire un 4-3-3, c'est de pas mettre Rodrigo, mais Brahim Diaz. Parce que Brahim Diaz, même si son poste c'est comme celui de Bellingham ou Arda Güler par exemple, c'est plutôt en 10 face au jeu et au centre du terrain, pour toucher les ballons, tout ça, et le redistribuer, combiner, prendre les petits espaces, et prendre de la vitesse entre les lignes adverses. Brahim Diaz, sur le côté droit, avec sa vitesse, sa percussion, sa qualité d'élimination, sa capacité à jouer des deux pieds et marquer des buts de fou du pied gauche comme du pied droit. Pour moi, Brahim Diaz, c'est peut-être le joueur aujourd'hui qui rentrera bien sûr extrêmement tout le temps dans la rotation, qu'il ne faudra pas enlever tellement il est fort et tellement il a une progression hallucinante. En ce moment, je le trouve bien meilleur que Rodrigo par exemple, et en plus au niveau des stats et du temps de jeu, il les rattrape petit à petit largement, et en tout cas son ratio est bien meilleur. Mais au-delà des stats, son apport sur le terrain dans la vivacité, la percussion et les combinaisons et même l'apport défensif, où il est bien meilleur que Rodrigo à ce niveau-là, pour moi, Brahim Diaz sur le côté droit, c'est absolument parfait. Si on fait un 4-3-3 bien sûr. Après au milieu de terrain, tu auras toujours comme je dis Toni Kroos qui est censé jouer, t'as toujours pareil un Camavinga qui pourrait jouer, suivant les matchs, Kroos qui pourrait jouer en 6 en tant que Pirlo, limite ou en tant que numéro 6 reculé à la Xabi Alonso comme à l'époque, mais globalement t'as plein de dispositions, d'où le fait que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, que pour moi tu as certains joueurs indéboulonnables, mais tu n'as pas vraiment de 11 fixe, il y aura tellement de matchs, tellement de concurrence, tellement de profils différents à mettre en place, que forcément tu peux ne que faire jouer tout le monde, et à chaque fois reposer certains joueurs pour d'autres, et ainsi de suite. Il n'y aura pas forcément de continuité pour tout le monde, mais au moins un match sur deux, tu pourras changer quelques profils. Et franchement, ça apportera que de la concurrence, faire participer tout le monde, et un groupe de plus en plus solidaire et plus fort que jamais. Parce que quand même, on aura un 11 les gars, mais je sais pas si vous vous rendez compte, entre, sur le banc, t'as Hendrick, Rossellou, Brahim, Arda Güler, suivant les cas, Camavinga ou Toni Kroos. Après Ceballos, je sais pas s'il va rester, mais même en défense, que t'as Ferland Mendy, que t'as Fran Garcia, que t'as Alphonso Davies, que t'as Nacho Carvajal Vasquez, que t'as en défense centrale Alaba, que t'auras un nouveau défenseur central. Enfin, tu vois, t'as quand même aujourd'hui de la concurrence à tous les postes, et franchement, le Real pourra aligner une équipe A, une équipe B, comme à l'époque en 2017. Là, l'effectif sera fourni. Il y aura des départs, mais ils seront palliés par d'autres joueurs. D'autres seront peut-être prêtés comme Arda Güler, Nico Paz, etc. Mais tu as vraiment aujourd'hui une concurrence qui est incroyable, un groupe incroyable qui nous a pas coûté si cher que ça quand tu compares à d'autres effectifs européens comme Chelsea, City, Barcelone, etc. Mais vraiment, cette équipe du Real Madrid, que ce soit en 4-2-3-1, en 4-3-3 ou 4-4-2, il y aura toujours des solutions, toujours de quoi faire jouer et de quoi faire du mal à l'adversaire. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement dur, et je sais pas comment Ancelotti va faire pour gérer l'ego des uns, va faire pour gérer la frustration des autres, et j'espère vraiment par contre qu'il fera plus de changements, qu'il sera beaucoup plus, comment on appelle ça, tourner vers la rotation de l'effectif, parce qu'on sait tous qu'Ancelotti c'est quelqu'un qui utilise toujours les 11, 12, 13, 14 même, et après il fait rentrer les mecs assez tard dans les matchs en leur laissant que des miettes la plupart du temps. Mais là va falloir être beaucoup plus souple avec un groupe de jeunes qui ne veut pas être frustrés, parce qu'il faut pas frustrer des Brahim, faut pas frustrer d'autres joueurs comme ça qui risqueraient de vouloir aller ailleurs si, imaginons, leur situation s'arrange pas, parce que chacun a des ambitions pour jouer avec sa sélection, des ambitions pour jouer sur tous les tableaux avec le Real, remporter un
maximum de trophées. Et quand t'as un groupe aussi solidaire et familial, t'as pas envie qu'il implose parce que certains font des caprices. Mais après, quand t'es joueur, tu vas avant tout jouer au football, c'est ta passion et pas cirer le banc. Mais on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Mais globalement, on peut que être satisfait de ce que Pérez et globalement le Real Madrid ont construit. Et peu importe les compositions, on va se régaler. C'est tout. Et forcément, on a tous nos préférences. Certains aimeraient voir des Arda, plus Rodrigo, plus Brahim et je sais pas quoi. Mais forcément, quand t'as des joueurs de très haut level qui viennent, ça ferme un peu la porte pour d'autres. Mais c'est après le jeu de la concurrence et c'est à eux, pourquoi pas, de surpasser les stars qui arrivent au mercato. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes analyses, de mes vidéos, etc. Et globalement des compositions que je vous ai montrées aujourd'hui. N'hésitez pas à donner les vôtres, vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et aussi ne pas rater mes prochaines vidéos. Mes réseaux sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!